Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 13 janvier. Le déluge de feu des FARDC dans le cadre de l'opération Caterpillar 2 produit les effets. Plusieurs cités et villages sont repassés sous contrôle des FARDC. Le porte-parole des opérations donne les détails. Lundi, un lundi difficile pour de nombreux Quinois qui, comme chaque jour ouvrable, des taxis, bus qui boudent la nouvelle grille tarifaire des prix du transport, ont choisi carrément de sécher la chaussée. Les jeux de hasard, jeux d'argent, ils battent leur plein à Kinshasa. Les sociétés qui les organisent ne sont toujours pas suffisamment traquées par le fisc. Faute de législation, des réflexions sont encore et des propositions sont en cours pour se faire. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Lancée par les FARDC pour protéger les civils et contrer les ennemis dans le Nord Kivu, l'opération Caterpillar 2 poursuit son bonhomme de chemin. Plusieurs localités importantes ont été reconquises, notamment Kanyiro, Ngungu, Mwando, désormais sous le contrôle des FARDC, et la population locale retourne progressivement dans leur ménage. Regardez. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23, dont les objectifs soupçonnés sont le pillage des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo, pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 et a pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laisse également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi de Kabingo, Ruzirantaka jusqu'à Ngungu qui reste sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant jour après jour. L'opération Caterpillar 2, initiée par les FARDC, symbolise la détermination des autorités militaires à restaurer la paix dans le Nord Kivu et saluée à juste titre par la société civile de cette partie du pays. La population s'est dit heureuse de la montée en puissance de nos vaillants soldats. Regardez.
Elle bénéficie du soutien de tout un pays, mieux de tout un peuple. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur différentes lignes de front, sont déterminées à en finir avec cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. 30 ans d'insécurité, d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça suffit. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les théâtres des affrontements est fort saluée par la population. Nous avons un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce que chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en repli. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc petit à petit, les FARDC prennent conscience de leurs devoirs. Et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter. Morale des troupes au zénith, le général-major Alain Banzambe, Dieu gentil, commandant région du Nord Kivu, rappelle ici les missions régaliennes de l'armée. Ici, nous sommes au front. Les secrets du succès dans la guerre, c'est le respect des biens d'autrui et surtout des instructions de la hiérarchie. Si un calme a été observé sur les différentes lignes de front, quelques collines qui surplombent la cité minière et agricole de Ngungu ont été pilonnées lundi 13 janvier 2025 en appui aux éléments d'infanterie. Et la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est inclinée sur la place des martyrs de Kanyola au sud Kivu. Elle est allée dans le cadre d'une mission humanitaire qu'elle a conduite dans le territoire de Walungu. Edith Chala. Plusieurs camions remplis de vivres et non-vivres, sortis du port de Salama à Bukavu, vont en direction du territoire de Walungu, chez Fridengouché. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a tenu personnellement à acheminer ce colis humanitaire. Une première dans l'histoire de Kanyola qui voit une ministre nationale en charge des affaires sociales accompagnée du gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, fouler ses terres. Maman Denise Nyakero, un mot Maman Denise, elle a une charge énorme pour le pays. Que Dieu la bénisse et elle a besoin de vos prières. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'épargne aucune énergie pour les Congolais. La ministre des Affaires sociales est venue se recueillir sur ces lieux symboliques, place des martyrs du massacre qui a coûté la vie à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008. Il s'en est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter le groupement de Kanyola, Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une grande communauté de veuves et orphelins du territoire de Walungu dans le groupement de Kanyola. Nous vous l'avions dit en titre, ce lundi, les rues de Kinshasa étaient bondées du monde. La ligne 11 était d'actualité. Dans les arrêts de bus s'effrayaient une place, était un parcours de combattants. Les taxis et taxibus ont séché les rues de la capitale. Les premières victimes de cette grève, les travailleurs et les élèves, les chauffeurs, eux, protestent contre la nouvelle grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Eric Abamba a fait le constat et nous en parle. Il faut s'armer de patience et de courage ce lundi matin à Kinshasa pour se déplacer. Tous les arrêts des bus étaient bondés du monde pour se trouver un moyen de transport. Le taxi et taxibus n'ont pas circulé normalement dans la capitale. Certains, travailleurs comme élèves, n'ont pas pu d'autre choix pour se rendre au travail ou à l'école, marcher, parfois sur une bonne dizaine de kilomètres. Le taxi, les bus privés sont en grève. Ils protestent contre la nouvelle grille tarifaire récemment publiée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Les prix de certains trajets ont été revus à la baisse et ils ont refusé de prendre les volants ce matin. Ces conducteurs évoquent pour raison les mauvais états de route ainsi que le temps et les carburants perdus dans des embouteillages.
Les embouteillages, la route nous dérangent. Les pièces de réchange aussi nous coûtent très cher. Avec le 1000 francs, il est pratiquement impossible de les prendre en charge. La population déplore ces bras de fer que veulent faire ces chauffeurs. Elle appelle à la force de la loi. Notre gouvernement provincial de la ville de Kinshasa qui ont pris, c'est normal. Les conducteurs doivent respecter ce que le gouvernement provincial a décidé. Si que le conducteur ne veut pas respecter les tarifs, il doit y avoir des pressions pour eux. Ils doivent payer des amendes. Les chauffeurs ne respectent pas les mesures du gouvernement. Ils veulent faire des choses à leur manière. Nous demandons au gouvernement de mettre à la disposition de la population des bus pour nous permettre de mieux se déplacer. Le gouvernement congolais est appelé à ne pas baisser le bras et surtout à appliquer les sanctions contre tous ceux qui iront à la contre de ces mesures déjà dictées pour restaurer l'autorité de l'État. Les jeux du hasard et d'argent, beaucoup prisés par les Congolais, surtout les jeunes, les consomment sans modération. Eh bien, le ministère des Finances est allé en atelier de validation de 3 jours sur les principes généraux du secteur des jeux afin de créer un organe chargé de la régulation de ces jeux d'argent dans le but de maximiser les revenus de l'État. Sylvie Moembo. À Kinshasa, comme dans d'autres villes, de nombreux jeunes sont aujourd'hui attirés par le jeu des hasards, notamment la loterie, le pari sportif et le jeu des cartes, dont le déroulement est partiellement soumis à la chance. Dans ce contexte, le ministère des Finances a organisé un atelier de validation technique du projet de loi sur le principe généraux régissant les secteurs des jeux d'argent. L'objectif principal est de mieux encadrer ce secteur pour capter le revenu qui échappe actuellement à l'État tout en garantissant la sécurité et le bien-être de tous. Dieudonné Toumba, coordonnateur de l'unité de gestion des réformes des jeux d'argent, a expliqué les enjeux de ce projet. Un coup d'accélérateur a été donné aux réformes. À titre d'exemple, entre août 2024 et décembre 2024, un montant de plus de 4,1 milliards de CEDEF a été mobilisé dans le secteur des jeux d'argent, ce qui constitue un record historique jamais atteint par notre pays. Durant cet atelier de 3 jours, des recommandations ont été formulées, notamment évaluer l'impact de la concession accordée à la SONAL pour l'exploitation exclusive de jeux de hasard à l'exception des casinos, étudier la suppression de la TVA sur les opérations liées aux jeux d'argent. En clôturant les travaux, le directeur du cabinet du ministre des Finances a réaffirmé l'engagement collectif pour un avenir meilleur et un développement durable de ces secteurs. Le CES, résolument engagé dans l'implémentation des laboratoires d'analyse chimique à travers le territoire national, son comité de gestion attend signer un contrat d'acquisition du matériel de laboratoire ultra moderne dans les villes minières de Lubumbashi, Kipushi et Sakania. Nadine Tifotouka. Avec cette acquisition de ces nouveaux matériels des laboratoires, le centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses pourra améliorer la qualité de ses services en matière d'analyse des substances minérales en RDC. Depuis la visite du laboratoire de Moussompo à Kolwezi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les leaderships du CEC portés par le président du conseil d'administration Dave Kalimba Kanchama et le directeur général Freddy Mwamba Konikou poursuit l'implémentation des laboratoires ultramodernes sur l'ensemble du territoire national, tout en exécutant des instructions du chef de l'État avec détermination. Ce matériel sont constitués des spectromètres par absorption atomique SAA, du spectromètre optique EOS, du spectromètre à laser couplé à l'ablation LADER IV-VIS, ainsi que les appareils des nouvelles générations des analyses environnementales. Ça fait plus de 60 ans que le pays a exporté des minéraux sans pour autant connaître la composition et la vraie teneur de nos minéraux. Et aujourd'hui, le CEC est capable de donner, de détecter même les sous-produits contenus dans les minéraux qui étaient l'autre fois un cadeau. Le contrat que nous venons de signer va nous donner la capacité de pouvoir analyser autant d'applications qui vont faciliter les miniers dans leur domaine, ainsi que toute cette ressource financière qui allait à l'extérieur
soient contenus à l'intérieur du pays. Cette mission composée du staff de l'entreprise, du directeur adjoint de cabinet de mines, Marcelin Paloukou, permet au CEC de conclure un contrat d'acquisition de matériel des laboratoires d'analyse chimique et de services après-vente auprès du géant allemand Analytic Jena pour équiper le laboratoire de Lubumbashi, Kipushi et Sakania. La signature de cet accord intervient après l'avis des non-objections de la Direction générale des contrôles du marché public. À l'inspection générale des finances, les inspecteurs sont à l'école du savoir depuis ce week-end pour renforcer leur capacité dans le but de maximiser les recettes dans les différentes entités décentralisées. Autre précision dans ce reportage de Suzingo Goichiboui. Les inspecteurs de finances bénéficient d'un renforcement de capacité pour répondre à l'impératif de maximisation et de gestion orthodoxe de recettes au niveau des entités décentralisées. Une session de formation de 2 jours vient d'être lancée ce samedi 11 janvier 2025 par l'inspecteur général de finances, coordonnateur de l'IGF, Hermani Eleza. Le représentant du chef de service de l'IGF a invité les participants à profiter des leçons à tirer du fédéralisme comparé dispensées par des professeurs de l'université de Fribourg. Pour sa part, Samira Cizero, chef de mission adjointe de l'ambassade de Suisse en RDC, a salué la coopération qui existe entre les deux pays depuis la visite l'an dernier de la délégation de l'IGF en Suisse. La professeure suisse Eva Maria Belser ainsi que le professeur Jacobus de Visser, venu de l'Afrique du Sud, ont pris 5 heures de session sur le fédéralisme et les défis de la décentralisation financière. De quoi se convaincre d'une formation de haut niveau, mais dont les gendarmes financiers de la RDC se sont montrés à la hauteur. Je vais en beaucoup de pays pour faire des formations, mais j'ai jamais vu une audience qui a commencé à 8h le matin, qui nous a écoutés jusqu'à 5h du soir. Je suis profondément impressionnée par l'audience. Après la première journée basée essentiellement sur la formation par les hôtes, la deuxième journée est prévue d'échanges, de partage, d'expériences côté congolais. Rendons-nous à présent sur la nationale numéro 1 et sur la route Kananga-Kalambambouji où le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, s'y est rendu en visite d'inspection des travaux et qui s'y effectue partout où il est passé. Il a interpellé les entreprises concernées à l'engagement et à l'accélération des travaux d'intérêt général. Regardez. 24 heures après son retour de Kinshasa, le gouverneur du Kasaï central s'est vite mis sur terrain pour inspecter le niveau des chantiers routiers de sa province. Première étape de Joseph Moïse Kamboulou Koko, Wanza, au village Kandi, situé à environ 17 km du centre-ville, où sont installés les outils de sa FIMEX dédiés à la construction de la voirie urbaine. Des explications claires sur le fonctionnement de l'usine de concassage déjà parachevée nous sont fournies par l'ingénieur Moustapha Raad, qui n'a pas hésité de parler également de la carrière exploitée par sa firme et de la centrale d'enrobé censée produire des bitumes considérable pour les travaux d'asphaltage attendus. Nous sommes à l'étape de productivité aujourd'hui. L'installation est déjà finie. Pour la productivité journalière, c'est environ de 600 à 700 mètres cubes, c'est-à-dire dans les 1000 tonnes par jour. Les numéros éducation met le cap sur la RN1 où l'entreprise arabe Contactos procède à la pose de la couche de base à la hauteur de Chachikumba vers le rond-point Notre-Dame. Les numéros d'éducation centrale, dont la préoccupation est de s'imprégner de ce qui se fait réellement sur le terrain, est mise au courant de certaines contraintes auxquelles les prestataires sont confrontés avant d'appeler les usagers et habitants du coin au civisme et à la protection des matériels pour ne pas perturber le déroulement normal des travaux sur cette route qui permettra à la province d'être désenclavée. Poursuivant sa randonnée, l'autorité provinciale s'est arrêtée à la base vide de l'entreprise Sino Hydro, commise à la construction de la route Kalambambouji, avant de réaliser les sites du compresseur en pleine évolution, comme l'a indiqué le directeur du chantier. Pour le moment, on a presque terminé notre carrière. Mais sauf que les machines ont un peu déjà panne, on va terminer avec ça et puis directement on va commencer notre travail. Joseph Moïse Kamboulou, qui tient à tout prix à assouplir l'économie de ses concitoyens par cette route dite d'espoir, n'a pas hésité à interpeller toutes les parties concernées à prix d'efforts et d'abnégation. Kimelenda, ce projet qui vise à la construction et à la modernisation des infrastructures à travers la ville de Kinshasa. Une délégation de la cellule infrastructure et technique de la ville a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'état d'avancement sur le terrain. Émilie Kayendo et Hermé Bangando étaient là pour le compte de la RTNC.
C'est pour évaluer l'état d'avancement des travaux du projet Kin Elenda que la délégation de la cellule infrastructure et technique de la cellule urbaine de la ville-province Kinshasa, conduite par son coordonnateur Billy Chibamba, a effectué une descente sur terrain. Le constat est plus que positif. Première étape, la maison communale d'Njili, où les travaux de la construction du nouveau bâtiment administratif avancent normalement. Même constat sur le boulevard Lumba et l'avenue Maître Croc. À la place Sainte-Thérèse, les travaux de construction du terrain de foot, là aussi, les avancées sont significatives. La collaboration de la vision du chef de l'État. Nous sommes de confiance, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait des promesses concrètes à la population de Kinshasa et celle de en particulier pour améliorer la sécurité de sa vie. Aussi les actions qui se font avec la ville-province de Kinshasa et ça concourt à l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de la population. Après Ndjili, cap vers la commune de Kinseso. Sur place, le coordonnateur Billy Chibamba a échangé avec le bourgmestre Godet Answell qui a présenté la situation générale sur la voirie dans cette municipalité. Dans différents sites de travaux de lutte contre l'érosion de Kiboto, la construction des collecteurs pour contenir les inondations, la réhabilitation des avenues Moulele, Mazout et Nzaou avec la mise en œuvre de drainages complémentaires. Dans la cité côtière de Mwanda, il y a malheureusement des cas de noyade qui sont signalés sur les plages le long du littoral. Certains nombres des mesures sont prises par le ministre du Tourisme, Didier Mpambia, afin de renforcer la sécurité sur ce site. Cédric Yanina. Sur une un drame qui appelle à des mesures strictes de protection des baigneurs. En ce jour, dans cette partie du pays, le ministre du Tourisme, Didier Mpambia Moussanga, a pris une batterie de mesures. La construction d'un mirador pour une surveillance au maximum. Le ministre a également décidé d'ouvrir au public la route menant à la plage de Bellevue, tout en lançant la construction d'un 12e escalier avant la barrière au niveau de cette plage pour faciliter l'accès. Il y a des mesures de sécurité qui doivent être renforcées. On va envoyer une équipe d'inspection très prochainement concernant évidemment la construction de miradors. Faire le tour pour les personnes qui sont maîtres nageurs peuvent avoir une vue assez élevée de ce qui se passe sur la plage. Le drapeau de signalisation rouge quand on ne peut pas aller dans l'océan parce qu'il est en furie. Vert quand on peut y aller. Renforcer du côté de l'effort le nombre de maîtres nageurs. Côté ICC, il n'y a pas là. Avec le parleur. Par ailleurs, concernant la plage de l'ICCN, une mesure importante a été prise, la fermeture de l'escalier principal jusqu'à sa réhabilitation. Les plages publiques et privées devront donc désormais installer des drapeaux indiquant les niveaux de profondeur de l'eau afin de prévenir les noyades. Le ministre du Tourisme a insisté sur la stricte application de ces mesures, soulignant par ailleurs qu'aucun compromis ne serait toléré en matière de sécurité des citoyens. Revenons à Kinshasa pour parler de la gestion intégrée des déchets, la participation des communes dans le plan d'assainissement de la ville, l'évaluation du centre d'enfouissement technique de Mpassa, la lutte contre la nuisance sonore, le programme de reboisement d'1 milliard d'arbres, autant de sujets au centre de la séance de travail que le ministre Didier Tengue-Telito a eu avec le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, Luizen Tsakala et Jireka Bumba. Déterminé dans ses attributions à réduire les inégalités entre les villes de la RDC pour des villes assainies et attrayantes, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengue-Telito, entame ses échanges avec les maires de la République démocratique du Congo pour s'enquérir de la politique de développement de chacune des villes et comment pouvoir la vitaliser. Première étape, c'est la rencontre avec le maire de la ville capitale, Daniel Bumba.
Le plan d'assainissement de la ville-province Kinshasa et l'application de l'édit 003, le transport urbain dans la ville capitale, le projet Métrokin, ses avantages et son impact sur l'environnement, les constructions anarchiques et ses conséquences, notamment les inondations et les embouteillages. Les contrats du marché central sont là les principaux sujets sur la table de discussion. L'attention de Tengue et de Daniel Bouma Loubaki. 6 axes prioritaires du deuxième quinquennat du chef de l'État servent désormais des lignes de conduite des entreprises de portefeuille et des établissements publics. C'est dans ce sens qu'il y a eu signature de partenariat entre le Royaume de Belgique et les entreprises de portefeuille membres de la NEP. Yolande Voka. Pour des entreprises du portefeuille compétitive et maillon essentiel dans le développement économique, le Royaume de Belgique fait le premier pas en vue d'un partenariat win-win. C'est ce qui donne tout son sens à ces partenariats scellés entre le Royaume de Belgique et les entreprises du portefeuille, ainsi que certains établissements publics à travers la NEP. Sont appelés à accompagner le gouvernement à la matérialisation de 6 axes prioritaires du chef de l'État pour 5 quinquennats, et particulièrement les axes relatifs à la création d'emplois et à la diversification de l'économie. Le chef de l'État l'avait si bien dit que personne ne peut atteindre le sommet en agissant seul. C'est dans ce cadre que la Belgique nous a approchés. Un changement d'approche dans la économique, tel que le souligne la conseillère économique et commerciale de la représentation diplomatique belge en République démocratique du Congo. Le but était ici de reconnecter, de voir aussi quels sont les besoins et comment on peut faire pour continuer à dynamiser les partenariats et travailler sur les besoins de la RDC. Perçu comme un nouveau départ dans les relations bilatérales entre les deux pays, ce partenariat est le résultat du lobbying mené par le chef de l'État pour attirer de nouveaux capitaux et investissements en instaurant les basiques de la bonne gouvernance au sein des entreprises membres de la NEP. En politique, le professeur André Mbata, dans sa casquette de secrétaire permanent de l'Union sacrée, a pris part au séminaire idéologique du parti pour un Congo nouveau, PCN, pour parler du bien fondé de la révision constitutionnelle. Jacques Kaboba. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata, a marqué d'une touche indélébile sa participation au premier séminaire idéologique du Parti pour un Congo nouveau, PCN, séminaire idéologique dénommé l'homme. Le professeur André Mbata a commencé par féliciter le PCN, le rare parti politique qui forme ses cadres. Un président qui invite son peuple à une réflexion nationale, est-ce que c'est un péché? Non. Il a invité son peuple à réfléchir. Et son peuple réfléchit. Et ce parti réfléchit. Parce qu'il pense que nous devons d'abord réfléchir. Je vous félicite parce que vous êtes un parti qui réfléchit. Ouvert par le président national du PCN, Joël Bakonga, les travaux de ces premiers séminaires idéologiques ont été clôturés par l'autorité morale du parti, Willy Bakonga Willima. Je pense, et cela est vrai, que le président de la République doit compter avec le PCN. Il doit compter sur le PCN. On doit bâtir un Congo fort, un Congo nouveau, avec le président Tshisekedi. Mandaté la joie cadre du PCN d'avoir participé à ce premier séminaire idéologique qui leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Et ce communiqué à l'attention de monsieur le bâtonnier national, madame et monsieur les avocats du barreau près la Cour suprême de justice, madame et monsieur les bâtonniers de l'ordre, mesdames et messieurs les avocats de la République démocratique du Congo, justiciables, concerne mise à disposition des extraits de rôle sur les sites internet de la Cour de cassation, mesdames et messieurs, monsieur Ndom
Bakabea Eli Léon, premier président de la Cour de cassation, a l'honneur de vous informer que désormais les extraits de rôle des affaires en introduction en cours et à prononcer appelés devant cette cour sont affichés 48 heures avant les audiences sur son site internet officiel www.cassion.cd. À cet effet, il vous informe vivement à consulter régulièrement ce site afin de vous tenir informé des dernières mises à jour sur l'évolution de vos dossiers. Cette nouvelle mesure vise à faciliter l'accès à l'information et à optimiser la préparation des audiences. Pour le cabinet du premier président, le directeur de cabinet Ochudi Wangodi Okita Thomas, conseiller à la Cour de cassation. Et pour finir, après 5 mois en dehors du pays pour des raisons de santé, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka est de retour à Kinshasa et en tout bon chrétien catholique. Il a tenu à remercier la Providence à travers une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo et d'Ichala. Revenu à Kinshasa le 4 janvier dernier, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka et autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes a joui d'un accueil triomphal témoignant de la loyauté indéfectible des militants de sa formation politique. En chrétien catholique, l'ancien gouverneur de Kinshasa a pris part à la messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer sa guérison. Cadres et militants de l'ACP venus de tous les coins de la capitale ont répondu présents. L'abbé François Nakatala s'est appuyé dans son homélie sur les Saintes Écritures dans Luc 17, versets 11 à 19, mettant l'accent sur l'importance de la foi face à l'adversité. Visiblement ému par cet élan de solidarité, le sénateur Jean-Tini Ngobila a prononcé un bref mais intense discours de remerciement. Aucun mot, aucune expression verbale n'est capable de traduire et d'exprimer la profondeur de l'émotion que je ressens en ce moment-ci. C'est avec le cœur rempli de gratitude envers notre Dieu créateur que je me tiens devant vous pour remercier chacun d'entre vous pour le soutien moral, physique et spirituel. Cette messe a été un moment de communion et de solidarité, unissant des milliers de cœurs autour d'une même foi et d'un même espoir pour l'avenir de l'ACP. Voilà, c'est la fin de journée, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Luanda, en Angola et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano, demain 7h Erika Bomba. Moi, je vous reviens à 20h avec le même plaisir. Au revoir et bonne soirée.